Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Remerciements. AGL. Guy Lebert, professeur de sociologie à l'Université libre de Bruxelles et administrateur délégué du Centre de diffusion de la culture sanitaire, CDCS-ASBL, a nourri la réflexion tout au long des séminaires Penser les vieillesses et a amplement contribué à la réalisation de cet ouvrage. Qu'il en soit ici vivement remercié. Introduction, Penser les vieillesses, regard sur des contextes pluriels et en mutation. Sylvie Carbonel. Le regard porté sur le vieillissement de la population n'a cessé de s'affiner depuis une vingtaine d'années. De nombreuses études et travaux ont tenté d'informer ce phénomène, non seulement par le biais d'analyses et de projections démographiques, mais également par la mobilisation d'une réflexion politique et sociétale quant aux adaptations subséquentes à mettre en œuvre, politiques sociales, des retraites, de santé, de prévention, des villes, de la mobilité, ainsi qu'aux anticipations et aux innovations à imaginer. Le vocable courant de défi traduit l'idée de plus en plus unanimement partagée d'une nécessaire mise en mouvement, d'une impérative saisie de la question par l'ensemble des forces sociales, décideurs, scientifiques, entreprises, institutions médicales, associations, professionnels de la santé, sous peine de se retrouver collectivement dépassés par une vague dont on n'aurait pas pris la mesure à temps. Ce terme cependant a rapidement pris une connotation négative dans un contexte où la nouvelle donne démographique a largement été perçue comme un danger pour l'équilibre sociétal. Poids économique des aînés en raison du coût des retraites et des soins, charge de la dépendance pour les professionnels et les aidants proches, et en corollaire, croissance de l'isolement social des personnes âgées sur fond de délitement des liens familiaux, entre autres. Les idées de menaces, de risques et de déclin composaient il y a peu une certaine rhétorique de l'alarmisme. De nos jours, cette rhétorique s'est nettement nuancée, les discours publics ayant peu ou prou pris la mesure de cette pédagogie de la peur et ayant commencé à s'en distancier. D'autres discours ont ainsi vu le jour, dans une volonté d'invalider cette image largement pessimiste véhiculée jusqu'alors. Articulée pour nombre d'entre eux autour des thèmes du vieillissement actif, ou du vieillissement réussi, leur connotation nettement plus optimiste n'est cependant pas parvenue à occulter le déplacement d'une question de société vers une question individuelle, à savoir la responsabilisation des individus dans leur propre parcours de vieillissement. De manière parallèle ou plus en marge, différentes disciplines des sciences humaines, histoire, géographie, sociologie, ethnologie, psychologie, ont multiplié les études macro, micro, conceptuelles ou ancrées dans le terrain, constituant ainsi une véritable mosaïque scientifique. Malon et al., 2014. Elles ont ouvert la voie à un changement de regard, en proposant d'autres angles d'approche, d'autres focales. Elles ont permis de prendre la pleine mesure de ce que le vieillissement des personnes, ou dit autrement l'avancée en âge comme le signifie mieux le terme anglais aging, n'est certainement pas un phénomène homogène dans le temps et dans l'espace. Il est au contraire un phénomène éminemment diversifié, selon les contextes, les groupes sociaux, les trajectoires individuelles. Cet ouvrage collectif, articulé en 3 parties, se propose, sans cependant occulter les points de convergence ni les similitudes, d'ouvrir la boîte de cette hétérogénéité, de cette diversité. Diversité dans le temps. La vieillesse d'aujourd'hui, si elle peut s'inscrire par endroits dans une certaine continuité avec le passé, prend aussi des formes renouvelées, dues aux nombreuses évolutions et modifications sociétales, allongement de la durée de vie en bonne santé, décloisonnement des parcours, mobilité sociale, mobilité géographique, évolution des normes et valeurs en matière de rôles sociaux et de solidarités intergénérationnelles, développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication ainsi que des technologies médicales, développement de services professionnalisés, etc. Diversité selon les contextes, nationaux, locaux, effets de milieu, effets de classe. Et enfin, diversité selon le genre et selon les dispositions et inclinations personnelles. La première partie de l'ouvrage se penche sur l'analyse du vieillissement selon des contextes socio-géographiques distincts, relativement éloignés des milieux sur lesquels portent habituellement les recherches francophones, à savoir milieux urbains, population issue de la classe moyenne, population d'origine étrangère, les migrants, pays occidentaux. 3 sociologues et une géographe y investiguent, chacun selon une approche différenciée,
entretien, observation, analyse de données quantitatives, la manière dont l'espace social, vu dans certains cas comme un espace de mobilité après la retraite, module l'apostrophe. L'expérience du vieillir et lui donne forme, à moins de considérer la relation inverse. Comment certaines conditions de vie spécifiques amènent les individus vieillissants à investir des espaces géographiques particuliers, campagne française, quartier riche de Genève, ville du Maroc, ou encore plus largement, comment une société fortement confrontée au vieillissement démographique comme le Japon conçoit-elle les adaptations et les aménagements à opérer face aux changements engendrés par la modification des équilibres de jadis? Ainsi Catherine Goutscher montre-t-elle les liens qui peuvent exister entre l'ancrage, dans l'attachement à ou l'investissement dans un territoire et le sens de l'expérience du vieillir, entre ce que être d'ici ou venir d'ailleurs produit sur les processus identitaires, soulignant combien le rapport à l'espace constitue un cadre structurant du sens donné à la vieillesse et au temps à vivre encore, dans les espaces ruraux. Alexandre Pionnel se penche quant à lui sur les effets de classe dans le processus de vieillissement, en se focalisant sur les classes aisées suisses, et en se demandant en quoi le fait d'être propriétaire de son habitation contribue à soutenir la poursuite d'un style de vie. Si l'autochtonie, vue comme un capital pour les habitants des territoires ruraux, permet à certains de se différencier des nouveaux habitants ou des revenus au pays, la propriété aussi en tant que capital offre l'opportunité aux plus dotés de se distinguer en maintenant le plus longtemps qu'il est possible une pleine autonomie de choix et une indépendance à l'égard d'autrui. Elle constitue dès lors, de la même manière que le lien au territoire pour les ruraux, une ressource tant économique, sociale, symbolique qu'identitaire permettant de rester chez soi ou de maintenir un entre-soi et de ne pas avoir à côtoyer ou à se confronter au monde des institutions médicalisées, synonyme tout à la fois dans ce milieu favorisé d'une entrée dans la vieillesse et d'un déclassement. Comme rester dans leur campagne pour les ruraux, jouir des bénéfices de leur propriété pour les nantis semble garantir une vieillesse tout en continuité, une vieillesse jugée sereine. Si ces deux auteurs soulignent l'importance d'une continuité des cadres d'existence, Virginie Villemain, de façon contrastée, nous entraîne dans un milieu où c'est la transition qui est recherchée, qu'elle soit pleinement choisie ou envisagée comme quête d'une vie meilleure. En s'intéressant aux ressortissants français s'étant réexpatriés au Maroc pour leur retraite, l'auteur montre combien la déterritorialisation peut aussi constituer une forme d'existence souhaitable au terme d'une carrière familiale, sociale ou professionnelle faite de difficultés voire d'épreuves douloureuses ou encore au terme d'un parcours qui laisse un goût de nostalgie du temps où vieillir, voire être assisté, semblait plus facile à vivre. Résistance au vieillissement en maintenant autant que faire se peut les cadres intacts, par l'ancrage territorial ou le capital économique, ou résistance au vieillissement en s'éloignant du lieu où l'on vivait pour modifier ces cadres. Ici et là ce qui semble importer, c'est la possibilité de poursuivre sa vie ou de la reconstruire dans un milieu d'interconnaissance, dans un monde dans lequel on se reconnaît et où l'on a une place, où il règne une solidarité et une entraide. Complétant cette partie qui pointe des particularités de contexte sociologique en ce qu'il configure des trajectoires de vieillissement spécifiques, la géographe Estelle Ducombe nous emmène au Japon, où au-delà des constats quant aux effets du vieillissement démographique sur l'espace, les espaces, la campagne, la ville, les quartiers, les ménages, les services, l'auteur trace les contours d'un immense terrain d'innovation, laissant entrevoir l'émergence d'une reconfiguration des rapports sociaux à l'égard des personnes âgées, que ce soit dans la sphère domestique ou la sphère publique et entre les citoyens seniors et le politique, nouveaux rapports sociaux médiés tant par l'avènement de nouveaux métiers et services que par le phénoménal développement technologique. La deuxième partie de l'ouvrage s'inscrit dans une perspective plus historique, en ce qu'elle interroge l'évolution des modes du vieillir en se focalisant sur la génération des baby-boomers, ainsi que sur l'évolution de certains revers quant au traitement social des personnes âgées, l'abandon et la maltraitance. Catherine Bonvalet et Céline Clément, par le biais d'une approche sociodémographique, se demandent dans quelle mesure la cohorte née directement après la Seconde Guerre mondiale, celle qui a connu des conditions de vie bien plus favorables que la génération précédente et a été désignée génération dorée, compose une génération spécifique. Cette génération, qui a grandi dans un esprit de liberté dans de nombreux domaines et bénéficié des premières retombées de la protection sociale, a-t-elle été l'initiatrice de nouveaux rapports sociaux,
notamment au sein du foyer, avec les enfants et plus amplement au sein de la famille? Bref, les changements vécus et amorcés par cette génération ont-ils marqué durablement une différenciation des parcours dans le temps, en ce compris des parcours de vieillissement ou des modalités du vieillir? Le contexte de cette génération en tant que population ayant évolué dans un même espace-temps, a-t-il modifié en profondeur la manière de vieillir? L'intérêt de cette réflexion est, tout en travaillant sur les comparaisons historiques et les variations générationnelles, de maintenir une attention quant à la diversité des parcours et des identités au sein même de ce groupe. Ici comme dans d'autres contributions de ce recueil, la mise en rapport de l'histoire collective, sociale avec des histoires individuelles conduit à la prudence à l'égard des catégorisations préétablies. Néanmoins, mais est-ce un effet de focale de la recherche actuelle ou un phénomène véritablement ancré dans les aspirations des populations étudiées? Une ligne de force apparaît au fil des différentes contributions. La norme d'autonomie semble de plus en plus au fondement des manières d'appréhender une bonne vieillesse. Dans une veine très comparable, l'historien Christophe Capuano se penche sur la thèse selon laquelle, depuis l'après-guerre, qui marque effectivement la naissance des premiers baby-boomers, le déclin des solidarités, et en particulier l'abandon des personnes âgées se serait manifesté massivement au cœur des entités familiales, les familles étant considérées avoir progressivement renoncé à leurs responsabilités morales à l'égard des aînés. Se livrant à une analyse des discours et des arguments politiques de certaines associations, il nous montre qu'il s'agit davantage d'une dénonciation idéologique et morale que d'une réalité tangible. La question pour l'auteur est donc moins de rendre compte du phénomène d'abandon lui-même que d'interroger la construction de ce qu'il désigne comme un mythe, et de comprendre ce qui, dans l'évolution des structures et des rôles familiaux, a pu non seulement contribuer à invisibiliser les formes de relations d'aide, de soutien et de solidarité renouvelées, mais aussi contribuer plus récemment à impliquer davantage les proches afin de pallier la déresponsabilisation du politique. Selon une perspective quantitative cette fois, la contribution de Laurent Nizin porte sur la question de l'objectivation par la mesure statistique d'un autre revers subi par les personnes âgées, à savoir la maltraitance. Une enquête menée en Wallonie a conduit les chercheurs à construire pas à pas un dispositif visant à rendre compte d'un phénomène pourtant difficilement quantifiable, non seulement en raison du tabou qui l'entoure le plus fréquemment, mais surtout, en raison de la difficulté de se départir d'une perception subjective et de s'accorder sur une définition un tant soit peu objective de la maltraitance, tout en tenant compte de l'ère du temps, en étant en cohérence avec la conception actuelle de ce qui constitue ou non un abus à l'encontre des plus âgés. Au-delà de l'objectif de la mesure, cette enquête vient souligner, comme la lecture de Capuano l'indique aussi au sujet de la construction du mythe de l'abandon des personnes âgées, que la maltraitance, même si elle est profondément inacceptable et nécessite vigilance et prévention, relève toujours d'une interprétation de la vulnérabilité et d'un rapport social. Ceux-ci sont de nos jours davantage imprégnés par une attention à l'intégrité et aux droits des personnes que par le passé, et bien moins tolérants à ce qui y porte atteinte. La troisième et dernière partie de ce volume concerne le corps. Corps comme construction opérée par les institutions politiques et médicales, corps comme objet de représentation, support de l'imaginaire et de l'identité, corps comme médium et tout à la fois aiguillon, de l'expérience du vieillir et de la résistance au vieillir, corps comme objet de réflexivité quant à l'image de soi. À partir d'entretiens menés avec des femmes au-delà de la soixantaine, Enguerrand-Macias nous rappelle combien l'imaginaire de la vieillesse a toujours été fortement lié à l'image du corps. Cependant, loin de constituer un cadre fixé une fois pour toutes, il met en avant le travail de modulation, de reconstruction permanente, auquel les femmes procèdent, en particulier à l'égard des normes dominantes du passé qui voulaient que le corps comme les sujets vieillissants eux-mêmes se fassent le plus discret possible, c'est-à-dire ne se donnent plus à voir, se retirent de la sphère publique. Témoignant d'un affaiblissement de la norme de retrait associée à la vieillesse, ces recherches pointent la dimension volontariste chez les femmes quant à une réinvention de la vieillesse à partir d'un travail sur l'extériorité corporelle et sa mise en visibilité à travers entre autres une mise en discours de la sexualité. Macias nous propose donc une analyse de l'histoire très contemporaine, en ce qu'elle est encore en train de s'écrire. Reste à se demander si ces nouvelles manières de vivre le corps, vieillissant,
chez les femmes sont appelées à se généraliser ou si elles resteront restreintes à certains milieux, ou à cette génération. Questionnant ensuite la contribution de la médecine à la construction sociale de la ménopause, sa biologisation, son essentialisation, Cécile Charlap invite le lecteur à une remise en question au moins partielle de cette catégorie. En déconstruisant le discours médical, celui-là qui a produit une vision de la ménopause comme étant une pathologie nécessitant traitement, prévention et surveillance par des praticiens professionnels, l'auteur nous guide, bien que telle ne soit directement pas son intention, vers un questionnement plus global sur la progression de la médicalisation de la vieillesse et les rapports de pouvoir entre corps médical et sujet vieillissant concernant les femmes principalement. Le corps ici, en ce qu'il est directement relié à l'expérience vécue de la ménopause, donne à penser les institutions et les interactions qui en façonnent l'appréhension. Si Cécile Plot et Béatrice Sommier se fondent sur le constat selon lequel la sexualité à l'âge avancé est un sujet qui n'a pas fait l'objet de beaucoup d'attention dans la recherche en sciences sociales, leur contribution va, comme d'autres dans cet ouvrage, dans le sens d'une évolution du regard de la société, et ici en particulier du regard des femmes elles-mêmes, quant à la sexualité des veuves. Sujettes à des préjugés de genre et d'âge, les femmes âgées, et plus encore les veuves, ont longtemps été considérées comme soustraites à la sexualité, celle-ci étant difficilement pensable autrement que selon une perspective de déviance. En ayant mené des entretiens approfondis avec plusieurs d'entre elles, les chercheurs témoignent de ce que cette figure est éloignée de la réalité et ne rend pas compte de la multitude des situations rencontrées, à savoir de la variabilité des formes de sexualité et des attitudes à son égard. En somme de la coexistence d'une diversité de normes, les unes acquises par la socialisation primaire, les autres recréées au cours des transitions vécues à la suite de la vie conjugale passée. Enfin, Raymonde Feillet montre également combien les représentations sociales de la vieillesse ont de longue date été connectées à une certaine vision du corps, mais un corps envisagé selon ses potentialités, selon qu'il autorise, limite ou entrave le mouvement, l'action, la performance. Elle s'appuie pour ce faire sur des discours médiatiques portant sur le vieillissement ainsi que sur des récits de vie de seniors, des sportifs et ex-sportifs notamment. Ces discours et récits dévoilent à quel point l'idée du bien vieillir est arrimée à la question du bien-être corporel et de la maîtrise du corps. De même que le maintien d'un équilibre identitaire, le maintien de l'image de soi avec l'avancée en âge passe pour ces enquêtés par un sentiment de contrôle de leur corps. Bien-être et réussite de son vieillissement seraient donc indissociablement liés. Nous retrouvons ici un propos qui était déjà celui de Christine Détré dans La construction sociale du corps 2002 pp. 217 à 218. Le langage par lequel dans les enquêtes les personnes âgées décrivent leur corps traduit la violence symbolique des modèles et des normes et de l'association jamais très lointaine entre le physique, le moral et le social, le propre du corps âgé étant, selon les enquêtés, de dégringoler, de s'affaisser, de perdre, à l'opposé des valeurs reconnues d'ascension, de dépassement. Ainsi Détré rappelle-t-elle que le jugement moral n'est jamais loin, entraînant une dégradation de l'identité sociale au fur et à mesure que se dérègle le corps. Par l'analyse au plus près des expériences vécues pour nombre d'entre eux, l'ensemble de ces textes dessine quelques-unes des figures de la diversité, de même que les transformations sociétales et les nouveaux ordres de rapports qui se tissent autour de la vieillesse. Ils donnent à voir et littéralement, à vivre de l'intérieur de nouveaux mondes dans le processus même de leur constitution. Ces articles constituent des versions remaniées de communication qui ont été prononcées par les auteurs dans le cadre du cycle de séminaires intitulé « Penser les vieillesses » qu'organise annuellement le Centre de diffusion de la culture sanitaire à l'Institut de sociologie de l'Université libre de Bruxelles. Un premier ouvrage a déjà été publié en 2010 par les éditions Célie Arslan, sous le titre « Penser les vieillesses. Regard sociologique et anthropologique sur l'avancée en âge ». Ces séminaires se sont toujours voulus ouverts à toutes les personnes préoccupées par les questions du vieillissement et ont rassemblé un très large éventail de sensibilités. Travailleurs du social, universitaires, militants et témoins du quotidien. C'est à eux que s'adresse le présent ouvrage ouvert sur des croisements disciplinaires, en espérant qu'il suscitera la même qualité d'intérêt que les exposés sur lesquels il s'est échafaudé. Référence. Carbonell S. 2010, Du vieillissement de la population aux multiples formes du vieillir, in Carbonell S. édition.
Penser les vieillesses. Regard sociologique et anthropologique sur l'avancée en âge, Paris, Célie Arslan. Tressé 2002, La construction sociale du corps, Paris Seuil. Malon I ou Mulsé, Karadec V, 2014, Vieillesse et vieillissement, les enjeux d'un ouvrage, In ou Mulsé, Malon I, Karadec V, Vieillesse et vieillissement. Regard sociologique Rennes, Presse universitaire de Rennes, pp 9 à 19. 1. Le vieillissement au prisme, des effets de milieu et de contexte. Vieillir ailleurs et autrement, style de vie et effets de milieu dans les espaces ruraux, Catherine Goucher. Introduction. Les espaces ruraux se trouvent aujourd'hui très fortement, mais inégalement, concernés par les phénomènes de gérontocroissance et de vieillissement du monde, 2005. En France, la population de l'espace rural est globalement plus âgée qu'ailleurs. La part des plus de 55 ans dans ces territoires atteint 30,6% à 33,1% selon les zones, contre 25,4% à l'échelle nationale, Sabot, Blasquier-Revol, Le Nain 2010. Cependant, les effets de repeuplement qualifiés par certains auteurs de renaissance du rural atténuent ces processus, notamment pour ce qui concerne les communes situées dans l'aire d'influence des zones urbaines, Pietri-Biessy, Hilal, Schmitt, 2001. Ce regain démographique s'appuie sur les politiques d'aménagement des territoires qui tendent à désenclaver les espaces ruraux et à soutenir de nouvelles initiatives économiques dont un volet concerne le développement de services aux populations. Ainsi, attractivité et périurbanisation caractérisent aujourd'hui l'espace rural dans son ensemble. Est-il possible alors d'encore penser ces territoires ruraux comme un ailleurs, c'est-à-dire un lieu essentiellement caractérisé par son écart géographique, social et culturel? Au-delà des images stables et parfois archaïques qui la caractérisent encore parfois, la ruralité s'est progressivement éloignée de la culture paysanne et recouvre aujourd'hui des réalités très diverses. La loi relative au développement des territoires ruraux, LDTR, du 23 février 2005 fait mention de situations très contrastées en France. 3 types de campagnes sont ainsi identifiées. Les campagnes fragiles, comprenant le rural agricole vieilli et peu dense, et le rural ouvrier. Les campagnes des villes, comprenant le rural en voie de périurbanisation et le périurbain de proximité. Et les nouvelles campagnes, comprenant le rural à économie touristique, le rural à attractivité touristique résidentielle et entrepreneuriale, le rural en transition. Du fait de ces évolutions et des nouvelles dynamiques de peuplement, des groupes de populations différentes coexistent désormais dans les espaces ruraux. Ils sont d'âge, de génération, de culture et d'origine sociale et géographique différents. Pour ce qui concerne les retraités, 3 groupes ont pu être identifiés: natifs, revenus au pays, et installés sur le tard qui partagent ces espaces ruraux en mutation. Les campagnes françaises traversées par des mutations profondes supportent-elles encore des manières originales de vivre et de vieillir au regard des modèles et des pratiques dominants, inscrits dans l'urbanité? C'est à ces 2 questions interrogeant l'ailleurs et l'autrement que nous nous proposons d'apporter une réponse en nous fondant sur des matériaux empiriques issus de 3 recherches développées entre 2007 et 2011. Sur un canton de Savoie, 73, un canton d'Ardèche, 07, et une communauté de communes de Creuse, 23. Présentation des territoires. Source: INSEE, État civil et estimation de population au 31 janvier 2013. INSEE, RP 2009 et RP 1999 exploitation principale. Le corpus ainsi réuni se compose de notes et journal d'observation, et de 36 entretiens menés auprès de personnes dont l'âge s'échelonne entre 68 et 93 ans. La constitution du panel a été faite à partir des indications d'employés municipaux, secrétaires de mairie principalement, d'élus, de responsables associatifs et à partir de repérages dans les espaces publics. Un ailleurs comme milieu de vie? Les espaces ruraux dans lesquels se sont déroulées nos enquêtes présentent certaines caractéristiques communes. On y constate un déclin de la population agricole et un accroissement démographique limité. Ils ne sont pas à proprement parler enclavés. Cependant, le temps d'accès à certains services administratifs et de santé, centres hospitaliers notamment, demeure important, de 45 minutes à plus d'1 heure. Ils sont caractérisés par leur étendue, de 95 à 198 km², et une faible densité de population,
de 9 à 75 habitants au kilomètre 2. Un relief de montagne caractérise partiellement 2 d'entre eux. Le climat hivernal y est rude et peut rendre difficilement praticables certaines voies de communication. Oui, l'hiver c'est morne, c'est moche. Oui, là on le dit, l'hiver on reste des jours et des jours sans voir personne. On est un peu coupé du monde. Monsieur D. 23. De surcroît, les caractéristiques socio-économiques des populations demeurent en dessous des standards urbains, notamment pour ce qui concerne le revenu annuel moyen des ménages et le niveau de qualification des populations. Ainsi, ces territoires ruraux peuvent être compris comme un ailleurs, c'est-à-dire à distance spatiale et sociale des lieux où sont produits les modèles de vie dominants d'une société. Cet ailleurs est délimité par la frontière invisible qui sépare ceux qui, liés entre eux, partagent les secrets et la mémoire longue d'une communauté restreinte dans laquelle rien n'est étranger à rien, dit Bier 2005, et ceux qui demeurent à l'extérieur, dans des mondes régis par d'autres codes et d'autres savoirs. Ces territoires constituent un système de place à l'écart, et résultent d'une production sociale inscrite dans une trame d'historicité, Alduy 2008. Ils se présentent comme milieux, cette notion étant définie comme unité de vie collective constituant un cadre de référence auquel sont associées des images et des pratiques spécifiques. Grafmeyer, 1991, page 17. Cependant, les contours et les formes de cet ailleurs varient selon les populations qui lui donnent vie. L'autochtonie et l'immobilité sont les principes fondateurs de cet ailleurs pour les retraités natifs qui ont toujours vécu sur ces territoires. Pour les installer sur le tard, cet ailleurs représente une ligne d'horizon qui justifie le déplacement. On nous a dit qu'on était complètement fous, rire, c'est qui on? La rumeur. Les amis de Reims. Vous ne vous rendez pas compte, à votre âge, partir comme ça, vous ne retrouverez pas d'amis, vous allez être complètement isolé, vous allez... Et en fin de compte, on trouve des gens dans le village qui sont quand même des gens sensés. J'ai retrouvé des amis, et puis au bout de 6 mois ou d'un, oh oui, au bout de 6 mois que j'étais au cours de gym, ils ont vu que j'étais dynamique, que j'aimais ça. Première réunion, on m'a nommée présidente du cours de gym, rire, donc d'être présidente du cours de gym, ça m'a introduit un petit peu si vous voulez, dans le village, dans les réunions où il fallait être présent. Madame H. 07. Ailleurs en autochtonie. Si ruralité, agriculture et paysannerie sont souvent associées, c'est qu'elles ont longtemps dessiné le visage des zones non urbaines. Bien que la place du secteur agricole se soit fortement amoindrie dans les territoires que nous étudions, il constitue encore un cadre de référence structurant les façons de faire et de penser, notamment pour les populations natives âgées, dont la socialisation a été marquée par le contexte de l'agriculture paysanne. Au-delà du capital d'autochtonie, Retière, 2003, détenu et revendiqué par certaines élites locales, demeure la qualité objective d'être natif du lieu comme justification d'entreprises de différenciation et de ségrégation. Le localisme et le familialisme fondent les attitudes des habitants de ces lieux, le plus souvent issus de classes populaires, et fonctionne comme régulateur de vie et analyseur d'expérience, Verret, 1986. À défaut d'autres formes de capitaux sociaux ou culturels, les ressources liées à l'enracinement local apparaissent comme nécessaires et suffisantes pour faire face à toutes les épreuves du parcours de vie, et notamment de l'avancée en âge. C'est ainsi que les distances s'établissent entre le pays et l'ailleurs, ici et là-bas. Les frontières qui s'appuient sur la situation d'écart géographique reposent avant tout sur la spécificité des systèmes d'action qui s'organisent localement et qui encadrent la vie des vieilles personnes. L'ailleurs s'établit dans l'opposition entre eux et nous, Hogarth 1970, qui renvoie tout à la fois à une conscience claire d'habiter un espace géographique distant et à la conscience floue d'appartenir à un espace social spécifique dans lequel se déploie l'éthos des classes populaires. Cet ailleurs des natifs se révèle dans les discours et les pratiques. Nos entretiens soulignent les caractéristiques d'un parler rude et parcimonieux qui s'éloigne parfois des codes de la langue française pour emprunter aux patois régionaux, et qui véhicule maintes maximes héritées. J'ai été accepté d'une drôle de façon. J'étais chez le voisin, on faisait connaissance, tout le bazar, et puis ils parlaient patois, mais en parlant patois ils étaient en train de se foutre de ma gueule. Je leur ai dit, je sais peut-être pas le parler mais je le comprends, c'était fini, j'étais accepté, je comprenais leur langue. Monsieur C. 23.
D'une façon générale, la parole est évocatrice d'une mémoire et se concentre sur l'anecdote et les faits concrets, Hogarth 1970, Goucher 2009. Les corps révèlent également une exis, qui signale à l'observateur l'usage qui en a été fait, dans une vie de travail physique, exposée aux rigueurs du climat. Les blouses des femmes et les bleus ou les velours des hommes illustrent cet ailleurs qui repose sur une mémoire longue, transgénérationnelle, Zonabend, 1999. La tradition orale et le partage de l'histoire locale contribuent à en établir les lignes de démarcation. Ailleurs en transfuge. La campagne comme horizon au terme de trajectoires résidentielles et sociales. Un autre groupe de retraités habite désormais les campagnes fragiles et en voie de périurbanisation. Le plus souvent issus de zones urbaines et climatiques peu favorisées, le déménagement apparaît comme un rebond dans un processus de déprise, Karadec, 2007, et de réaménagement de l'existence. Si j'étais resté à Paris, je serais devenu un ivrogne, il n'y avait rien à foutre, un balcon d'un côté, la mosquée de l'autre, le cimetière, l'autoroute, un peu plus loin l'hôpital, il y avait le bistrot en bas, alors fallait bien sortir, automatiquement c'était le bistrot, j'ai pas été mécontent, faites-moi confiance. Monsieur B. 23. Cette perspective d'une réimplantation s'initie dans un vécu difficile dans le lieu de vie antérieur et se trouve sous-tendue par un ensemble de représentations positives du lieu d'installation, alimentées parfois par des souvenirs d'enfance en milieu rural, et ou par des expériences heureuses de vacances dans ces territoires d'élection. Le choix des lieux d'accueil est lié aux caractéristiques socio-économiques et socio-culturelles de ces populations de retraités migrants. Les campagnes fragiles attirent préférentiellement des retraités aux faibles ressources, qui concrétisent à travers leur migration de retraite le rêve d'une accession à la propriété, impossible ailleurs. Ces migrations peuvent alors être comprises comme une volonté de se soustraire à un quotidien pesant, et permettent la réalisation d'une forme d'ascension sociale. L'autre catégorie de retraités migrants présente sur les territoires ruraux est composée de revenus au pays. Ces personnes, ayant migré en milieu urbain pour des raisons de trajectoire professionnelle, le plus souvent ascendante, retrouvent à la retraite leur campagne d'origine, dans laquelle ils bénéficient d'une double culture comme double atout, celle des natifs, enfants du pays, et celle des urbains qui ont découvert ailleurs d'autres savoirs et acquis d'autres formes de capitaux sociaux et culturels. L'horizon de la campagne constitue pour les premiers un lieu rêvé, autorisant une forme de rupture avec l'expérience ordinaire. La distance géographique est un élément constitutif de cet ailleurs, de même que la distance culturelle, réelle ou supposée, qui sépare des habitudes antérieures. C'est parfois un ailleurs forgé dans l'expérience des vacances, pendant lesquelles, encore salariés, ces personnes se détachaient de leur quotidien pour découvrir une vie sommaire et peu confortable dans les gîtes ou les campings de ces campagnes. Ce temps hors du temps des vacances a contribué à forger des représentations de ce que pourrait être une vie à la retraite, hors du temps, dans ces lieux d'écart. Pour les revenus au pays, cet ailleurs est l'univers de la mémoire et du souvenir, dans lequel s'est construite l'identité initiale à travers une socialisation ancrée dans la ruralité. C'est aussi le lieu dont il a fallu se détacher pour réaliser un parcours professionnel. À distance, ce lieu s'est trouvé parfois paré de toutes les vertus, constituant alors le socle secret d'une existence confrontée à l'urbanité, ou parfois rejeté en tant que symbole d'une société immobile, inapte aux adaptations requises par la modernité. En tout état de cause, il représente un terreau de réimplantation, dans lequel la trajectoire antérieure peut donner lieu à une valorisation. Pour ces deux catégories, le rural est constitué comme horizon de vie à travers une trajectoire sociale ascendante. Il repose sur un processus de distinction et de détachement, pour les uns, les revenus au pays, engagés dès le début de la vie professionnelle, pour les autres, les installés sur le tard, initiés au moment de la cessation d'activité professionnelle. Pour les premiers, cet ailleurs est connu, pour les autres, il demeure à découvrir. Mais pour tous, ces territoires devront être réinvestis. Dans leurs caractéristiques rurales, ils suggèrent des modes de vie spécifiques, en tout cas non identiques à ceux qui prévalent en milieu urbain. Cet ailleurs représente un espace dans lequel devra se dérouler la vie à venir pour une durée incertaine de 20 à 30 ans, voire davantage. Vieillir autrement, un style de vie. Au-delà de certaines différences liées aux trajectoires sociales et à la personnalité des individus,
certains traits saillants typiques du sens et des formes du vieillir dans ces espaces ruraux sont repérables. Qu'il s'agisse de la mise en récit du vieillissement, des formes relationnelles, des modes de solidarité ou de participation à la vie locale, une certaine territorialité relative au sens de l'âge et des pratiques quotidiennes se fait jour, Woucher 2009. Si les modes de vie des natifs s'inscrivent nettement dans la tradition rurale, malgré les dynamiques d'acculturation engagées, les modes de vie des installés sur le tard ou des revenus au pays s'apparentent à ceux des autochtones, tout en donnant à voir un processus d'hybridation culturelle. Un style de vie territorialisé s'exprime ainsi. Donner sens à la vieillesse à travers le temps et l'espace. Dans les entretiens mêlant le registre de la vie pratique et une posture réflexive interrogeant le sens de l'existence, le rapport au temps et le rapport à l'espace peuvent être saisis comme cadres structurants du sens donné au vieillissement et à la vieillesse dans les espaces ruraux. Pour les natifs, la structuration du cours de l'existence en tant que succession d'étapes dans le cycle de vie doit beaucoup aux institutions sociales territorialisées qui ont encadré leur parcours de vie. Pour les arrivées sur le tard ou les revenus au pays, d'autres formes de scansion du temps se révèlent, plus individuelles et inscrites dans une perspective biographique désinstitutionnalisée, Colli, 1989. La spécificité de l'expérience du vieillir tient dans la tension entre, d'un côté, les impératifs et les difficultés du temps présent, et de l'autre, un passé qui fonde ce dernier et lui donne sens, dans la perspective d'un futur à préserver. Pour les natifs, les temporalités du présent et d'une mémoire longue sont tissées sur une même trame. Vieillir, c'est faire l'expérience du temps sur un mode idiosyncrasique, du temps passé, actualisé parfois par le souvenir, du temps présent parfois projeté dans le futur, et du temps futur qui s'envisage dans la continuité. Le registre du temps compagnon, qui s'écoule de façon régulière, naturelle et inexorable, domine, Chénaud 2004. La continuité caractérise ce temps. Le travail demeure ainsi un principe organisateur du quotidien. Maintenant je loue l'exploitation, mais il me reste le jardin, 50 arts de terre. J'ai la retraite agricole, 690 €. Je vais aider Pierre, Paul, Jacques, je les aide à charger les vaches. Monsieur A 07. C'est une forme de vieillesse-longévité qui s'exprime ainsi, dans laquelle les années se succèdent et s'additionnent sans rupture marquée. Les installés sur le tard ou les revenus au pays vivent davantage leur existence sur le mode d'un temps fractionné, scandé par les bifurcations de leur vie, et notamment celle qui a conduit à leur installation ou réinstallation en milieu rural. Leur registre temporel relève du temps inscrit, et mesurable qui organise et paramètre toute activité humaine au quotidien, Chénaud 2004. Cependant, pour tous, à travers les formes culturelles locales, le temps intime et le temps social se trouvent reliés. Qu'ils vivent le temps sur le mode de la continuité ou sur un mode séquentiel, les retraités des espaces ruraux inscrivent leur trajectoire temporelle dans celle de leur commune de résidence et sont à leur tour inscrits par leurs concitoyens comme motif particulier de la trame du temps local. Ainsi, l'ancrage territorial apparaît comme support essentiel des formes et du sens du vieillir. Que cette implantation soit le fruit de choix stratégiques tardifs ou d'une évidence de longue date, l'adhésion au pays paraît pour tout fondatrice de leur existence et de leur identité. Le territoire se définit non seulement par sa dimension géographique, mais aussi par tout ce qu'il recèle d'éléments de culture et d'histoire, Hervieux et Viard, 1996. Cet espace investi trouve ses bornages dans certains repères matérialisés et connus de tous, qui sont l'objet d'une appropriation symbolique générant une forme de proximité culturelle entre les différents groupes de retraités habitant ces zones rurales. Le monument aux morts, le cimetière, la fontaine ou le four à pain constituent les limites de cet espace restreint et les vestiges d'un patrimoine ancien qui fait sens et qui participe de la naissance et de la pérennité d'un sentiment d'appartenance. Ah, je dirais que c'est un charmant petit village, bien calme. Parce qu'on a quand même un village avec une belle place. Et des personnes qui sont assez dévouées pour garnir le village qui est magnifique, l'été. Mesdames T07. Ces territoires constituent pour les autochtones des lieux anthropologiques, support d'identité, offrant l'illusion d'un monde presque clos, obéissant à un ordre contraignant et évident car ancré dans un récit commun transcrit dans l'espace, Auger 1992. Pour les installer sur le tard, le territoire est le lieu d'ancrage choisi dans lequel inscrire son futur.
Pour tous, le lieu de vie et territoire identitaire, Guérin-Pace et Guermont 2006, support d'un enjeu de construction de soi dans la dialectique être ici versus être d'ici, CNCB 2004. Interaction et forme du lien social. Au-delà du sens conféré à l'existence, qui soutient l'identité dans l'avancée en âge, le style de vie des retraités des espaces ruraux s'exprime de façon emblématique à travers les formes de sociabilité et de participation sociale. Vivre dans les espaces ruraux implique des modes d'habiter qui font de l'espace extérieur public ou privé, route, place, champ le prolongement du domicile. Tous les après-midi, je fais mon tour jusqu'à la fontaine. C'est bien rare si je ne vois personne, Madame B. 73. Les interactions se trouvent mises en forme par les limitations géographiques de l'espace et la localisation de l'habitat. Maisons isolées, hameaux ou centre-bourg. La plupart du temps, sociabilité et solidarité se recouvrent dans un système de relations englobant, fondé sur la proximité et les exigences de soutien mutuel et de... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.